à toutes et à tous. Alors je vais me lever, je vais me lever jusqu'au milieu de la salle. Alors on est ravis de vous accueillir ici dans cette salle des illustres. Tout ça pour vous dire quoi? Que ces débats, de vous accueillir dans cette salle des illustres sur des sujets qui ont été portés par vos profs, avec vous, avec les associations, et notamment le lien Horizon, sans qui ce débat n'aurait pas pu se faire. Soyez courtois, soyez nuancés et débattez. Donc, première chose, je vous remercie de votre engagement. Les jeunes engagés pour nous, c'est un avenir apaisé. Donc, bravo. Et qui que vous soyez, sachez que je serai totalement en écoute de ce que vous avez à proposer. Deuxième chose, quel avenir, quel devenir pour les garçons-filles? Ça, c'est un véritable débat. Je suis toute oui, et si vous avez des propositions à nous faire, je serai la première à les noter. Bravo à vous et belle joute oratoire. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Boussin, je suis avocat au barreau de Toulouse et j'ai été sollicité par Bernadette pour intervenir aujourd'hui auprès de vous en qualité d'expert juridique, c'est-à-dire que je suis là pour répondre à éventuellement des questions que vous auriez par rapport à ce que dit le droit, à ce que prévoit le droit, aussi la manière dont les tribunaux peuvent réagir dans les problèmes de discrimination, dans les problèmes aussi qui régissent les relations entre hommes et femmes. Je me suis intéressée à la question des inégalités entre les filles et les garçons dans le domaine des loisirs, dans le domaine des activités physiques. Et j'ai également étudié les modes d'éducation des filles et des garçons, la manière dont les parents ou encore les enseignants différencient leur manière d'être avec les filles et les garçons. Je suis ravie de retrouver des collégiens et collégiennes et de pouvoir échanger avec vous autour de ce thème important de l'égalité entre les filles et les garçons. Professeur de philosophie, enseignante à l'université Toulouse-Jean Jaurès, au Mirail. J'ai été sollicitée par Bernadette pour ce débat pour vous apporter mon éclairage quant aux raisons que l'on peut donner philosophiquement pour justifier de manière argumentée l'égalité entre les hommes et les femmes. Je suis impatiente de vous entendre là-dessus. Je suis un peu la grand-mère des débats, puisque ça fait maintenant des années que je m'occupe des débats et j'ai commencé depuis quelques années avec Bernadette, qui a emmené beaucoup de ces jeunes à Paris aussi pour des débats. Et donc voilà, je suis très heureuse d'être là. Je remercie beaucoup Bernadette de m'avoir invitée et j'en dis pas plus parce que moi je veux vous entendre et aussi entendre des experts parce que ce qu'ils vont dire m'intéresse aussi beaucoup. Et je vais ouvrir le débat. Je vais commencer par donner mon avis par rapport à les filles et les garçons égaux en droit, quelle réalité. Oui, les hommes et les femmes sont égaux en droit, car il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'un homme et une femme ne peuvent pas faire quelque chose en fonction de son sexe. Mais pour moi, c'est les normes de la société qui font que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Je vais rebondir sur les stéréotypes. Depuis notre plus petit âge, on nous apprend que les filles c'est la ginette et les garçons c'est le bricolage. Et c'est là où interviennent les stéréotypes. Moi c'est Elias, et du coup c'est pour dire que c'est vrai que justement le magasin de jouets essaye justement de faire jouer les garçons à des jeux pour garçons et donc les filles on va dire. Mais sauf que justement là les magasins en ce moment essayent de faire plus d'efforts récemment avec justement l'équipe de loi, je ne suis pas trop central. Et donc ils essaient de s'adapter par rapport à la demande et donc ils essaient de vendre moins de jouets pour les filles et moins de jouets pour les garçons et ils essaient de mélanger, de faire des jeux plutôt mixtes.
De suite, en fait, ça part d'un point d'éducation. Si nos parents de filles nous donnent, sans même nous demander de la dinette sur une fille et pour un garçon, des voitures, etc., forcément, ça part d'un point de départ qui est l'éducation. Donc après, il y a les mentalités qui doivent évoluer, notamment dans les magasins de jouets. Ça serait possible de généraliser le fait que les filles peuvent jouer avec certains jouets et que certains garçons peuvent jouer avec certains. C'est par rapport aux mentalités. Ça serait d'installer des cours de mentalité en école primaire pour les élèves de CM2, de faire un créneau dans l'année, enfin plusieurs créneaux. On pourrait aborder les mentalités, les stéréotypes, et de pouvoir essayer de faire évoluer les mentalités des plus jeunes. Là-bas, dans la deuxième qui a parlé, sur le fait que c'est un peu la faute des magasins s'il y a des jouets qui sont catégorisés. Mais en réalité, en fait, si un petit garçon il veut jouer à la dinette, dans un magasin, on ne va pas lui interdire de prendre une dinette ou une poupée. Et je pense que ce qui joue plus un rôle, c'est le regard des autres. Il va avoir peur de prendre une dinette et qu'ensuite ses copains à l'école ils se moquent de lui, et inversement pour une fille. Donc je pense que le regard des autres joue aussi un rôle, et c'est pas forcément juste le fait que ce soit catégorisé fille ou garçon. Parce que comme il a dit Yes, de nos jours ça évolue, il y a de plus en plus de choses mixtes ou unisexes. Donc en fait, là où on évolue, et nos amis aussi jouent un rôle dans tout ça. La mentalité, ça joue pas forcément parce qu'il y a les coutumes aussi qui jouent. Parce que c'est pas forcément une même mentalité. Il y a, dans certaines coutumes, c'est l'homme qui doit assumer tout dans la maison, comme il y a des coutumes où c'est les deux qui font. Ça joue sur les mentalités et les coutumes. Donc on peut pas mélanger les deux. Du coup, moi, c'était pour revenir sur la proposition que la personne du groupe là-bas a faite concernant les cours de mentalité en primaire. Moi, je pense que les cours de mentalité en primaire, ce serait pas une très bonne idée, parce qu'en fait, ça servirait juste à renforcer les stéréotypes qui existent déjà. Il faudrait plutôt les laisser s'effacer ces stéréotypes de par nos comportements, comme elle a dit Soukaina, avec nos mentalités et nos avis, en fait, tout simplement. Personnellement, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il ne faudrait pas en faire, parce que justement, si on n'en fait pas, et ben les enfants ne sont pas comment dire ça, prévenus ou entraînés à ce genre de choses. Et même si ce ne sont pas des bonnes mentalités, même que ce ne soit pas un intervenant qui est dans la classe, même juste le professeur qui instruit les élèves, qui leur rappelle de temps en temps que les filles c'est pas comme ça, les garçons c'est pas comme ça, etc. Si on fait rien, ça va continuer et ça va peut-être aggraver, on ne sait pas. Et aussi le fait qu'en fait, pour une bébé chômage par exemple, ils associent la couleur rose à une fille et la couleur bleue à un garçon. Pour moi, ce qu'il faudrait faire, ce serait pas éduquer les enfants, mais plutôt éduquer les futurs parents parce que l'éducation elle se fait à la maison, et donc ce serait aux parents d'enseigner à leurs enfants que, par exemple, un garçon peut jouer à la dinette ou une fille elle peut jouer avec des voitures, et donc ça servirait un peu à rien de le faire dès la première, parce que c'est déjà trop tard. Donc, comme vous l'avez dit, ces inégalités entre les filles et les garçons font toujours partie à cause des stéréotypes qui sont ancrés dans cette société, qui font de cesse de mettre des barrières dans l'avenir de chacun, qui sont donc les terreaux de cette inégalité. Donc voilà, donc la question aujourd'hui c'est de savoir comment lutter contre ces derniers. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, il faudrait savoir un peu de nos familles qui montrent ces stéréotypes, mais je pense aussi que c'est que peut-être de l'éducation nationale qui doit permettre proposer beaucoup plus de solutions, beaucoup plus de solutions à réaliser au sein de l'éducation nationale. Pour répondre à l'enjeu d'égalité et de mixité dès l'enfance, car malgré tous les efforts de cette éducation, celle-ci, je pense, est encore un peu sans vouloir à certains stéréotypes. Donc, nous propose dans un premier temps de mettre en place beaucoup plus de lumière concernant l'avenir de chacun qui serait souvent influencé par la société et ne choisit pas son orientation par conviction. Donc, il serait pas de mettre beaucoup plus d'intervention de femmes, d'ingénieurs, mais aussi d'hommes sages-femmes. Mettre en lumière justement ces métiers un petit peu genrés pour qu'ils ne soient plus justement au jeu de la future génération. Voilà, ou encore expliquer les campagnes, par exemple, mener sur les thèmes justement de la vie, la politique et des sciences, des filles et la technologie, mais surtout aussi également, par exemple, les hommes et l'éducation. Donc voilà, il y a aussi des familles pour faire découvrir, par exemple, les métiers à dominante masculine aux filles et à dominante féminine aux garçons.
Comme seulement 6% des femmes citées sont dans les manuels scolaires, beaucoup moins de filles dans les filières scientifiques et mathématiques. Je voulais dire que la culture, ça joue vraiment un rôle très très important, le milieu social. Forcément, dans cette salle, on ne vient pas de la même origine et ce qui joue un rôle très très important. Par exemple, on n'a pas les mêmes parents, les mêmes éducations. Ce qui prouve ces stéréotypes, du coup, il faudrait juste travailler sur la mentalité des parents aussi. Il ne faut pas juste travailler sur, pour les élèves, comme vous avez dit, sensibiliser les gens, les adultes aussi, c'est très important du coup. Il faut arrêter certaines façons d'agir dans la maison. C'est souvent dans les situations familiales que naissent ces inégalités. Par exemple, les filles, on leur dit de se renfermer, d'être plus calme, d'être plus douce, de ne pas explorer comme les garçons le font. Dans les familles, on va tous dire aux filles, oui, de faire à manger, de faire le ménage, tout ça, et les garçons, on va leur jamais leur demander ça parce que c'est pas leur place. Leur rôle, eux, c'est de. Ils sont plus dans le domaine. Ils sont plus libres que les filles. Comme à l'école, je trouve, dans l'école, dans les cours, en fait, j'ai l'impression que les filles, elles sont compressées. Elles ne peuvent pas s'exprimer comme elles veulent, elles sont toujours dans une case. Donc, dès leur plus jeune âge, on leur interdit certaines choses, comme faire des sports qui sont plus efficaces. Par exemple, le foot. Le foot, on ne voit pas beaucoup de filles qui font le foot, car c'est plus pour les garçons. Donc, moi, je dis qu'il faut qu'on donne une égalité dès le plus jeune âge. Toujours, je trouve que ça évolue de bonne manière et ça continue à le faire. Par exemple, moi j'ai été éduqué comme ma sœur, on a eu la même éducation, on avait le même droit, même devoir. Je faisais le ménage par exemple, elle aussi, elle pouvait sortir, moi aussi, et voilà. Pour rebondir sur ce que différents élèves m'ont dit sur le sport, j'aurais une proposition à vous présenter. Ce serait pour résoudre ce problème qui est que les femmes ne sont pas mises en avant dans les sports. C'est que par exemple, durant les jours de grosses affiches de matchs de foot, de proposer les matchs de foot féminins à des horaires décalés sur les mêmes chaînes pour que les femmes puissent avoir des audiences et que ce soit compris dans les mêmes abonnements que ceux des femmes pour que quand l'audience n'ait rien à faire, vu que c'est pas dans les mêmes horaires, qu'elles puissent pouvoir regarder tranquillement le match et peut-être pouvoir découvrir le sport. Les femmes ont moins de liberté que les hommes. Comme l'a dit tout à l'heure, il y a une évolution, donc il y a énormément de femmes justement il y a beaucoup plus de licenciés femmes dans le football, dans le rugby, et donc aussi pour répondre à la proposition du jeune homme, c'était que en fait, je trouve ça un peu rabaissant du football féminin de mettre un match juste avant un match important pour découvrir, on va dire, sans faire exprès, le football féminin. Donc moi je trouve qu'il serait intéressant plutôt de découvrir le football féminin par son propre gré et non par hasard. Il n'y a pas que les filles dans cette histoire qui sont persécutées en quelque sorte, parce que les garçons, si par exemple ils pratiquent de la danse, ils peuvent être très mal vus par rapport à d'autres garçons de la société, comme notre fils qui fait du sport, etc. Donc c'était pas une histoire de préjugés envers les filles. Moi je pense qu'il est normal que les hommes gagnent plus au foot car ils rapportent plus d'argent. C'est pour ça que vous avez déjà vu des filles qui achetaient des maillots féminines. Les soutiens sont peut-être moins bons dans le football féminin. C'est peut-être parce qu'on donne moins de moyens aussi, même dans les clubs, lors des entraînements, etc. Parce qu'on met souvent plus en avant les garçons. Du coup, ça doit forcément créer un manque de confiance et du coup, un manque de motivation. C'est exactement comme n'importe qui, ni plus ni moins. Voilà. Donc il faut cette question de la parité, j'espère qu'avec le temps, elle va tomber d'elle-même et que les gens ne se poseront plus la question et qu'on aura plus ce petit regard au point de oui, c'est parce que t'es une femme. Voilà, donc il y a encore du boulot, mais ça a changé et je l'ai bien vu avec le temps, les choses ont changé. Du coup, moi je voudrais compléter la demoiselle ce qu'elle a dit. Si une femme elle n'est pas intéressée par la science politique, c'est juste parce que la femme elle a peur d'être jugée ou discriminée
par exemple, si on prend les études pour faire la science politique, on a moins de femmes, maintenant de plus en plus, mais on a moins de femmes parce qu'elles ont peur d'être mal vues, on va dire. Et du coup, il faudrait bien sensibiliser, par exemple, au lycée, intéresser les jeunes filles, enfin les jeunes hommes aussi, à faire de la science politique, leur montrer c'est quoi, parce qu'on ne connaît pas forcément ce qu'il faut faire. Du coup, je voulais revenir sur l'histoire des quotas. Les quotas aujourd'hui, c'est vrai que ça a double tranchant, dans le sens où on peut donner l'impression de prendre des femmes juste pour prendre des femmes, mais j'ai aussi l'impression que sur le long terme, ça va avoir un très bon impact, dans le sens où ça nous habitue en fait à avoir des femmes à des postes à responsabilité ou en politique, et du coup plus tard, ces quotas-là, on n'aura plus besoin de les mettre en place, parce qu'on aura eu l'habitude, on aura été éduqué à avoir des femmes à ces postes-là, et ce sera devenu complètement normal, donc ce sera normal. Il y a en Allemagne, c'est la chancelière qui a été chancelière, elle a été votée 2 fois, donc avec 2 mandats, et donc dans ces pays-là, justement, on voit une nette évolution, donc il y a beaucoup plus de femmes. On a joué femmes au pouvoir, il y a beaucoup plus de femmes ministres, et donc je pense que justement, il suffit un peu de patience en France, et sûrement ça, on saura peut-être comme en Allemagne, dans énormément de pays européens, où les femmes sont plutôt placées au niveau politique. En Allemagne, c'était une femme qui était au pouvoir pendant 2 mandats, mais au jour d'aujourd'hui, le chancelier c'est un homme. Donc c'est pas parce qu'il y a eu une femme représentante pendant quelques années que ça a forcément tout changé et qu'aujourd'hui il y aura que des femmes représentantes. Par rapport à Sciences Po, le nombre d'étudiants, on compte 60% d'étudiants femmes contre 40% d'étudiants hommes à Sciences Po. Donc c'est pas une si grande différence que ce que l'on pourrait croire. Si on prend le corps d'une femme et le corps d'un homme, en moyenne, un homme est plus musclé, enfin naturellement je parle, il est beaucoup plus musclé. Donc, mais le problème d'aujourd'hui, c'est que dans la société, on va, en fait, l'écart entre l'homme et la femme, les capacités physiques de l'homme et les capacités physiques de la femme, ne sont pas si énormes. En gros, il y a des écarts que tu peux compenser en faisant du sport, etc. Et aujourd'hui, la société, les idéaux d'aujourd'hui, on pousse les femmes à justement rester chez elles et tout, pour revenir à ce que tu disais, et justement pas faire de sport. Et en fait, là, le problème, c'est que certes, elles n'ont pas les mêmes, les garçons et les femmes de nature, on va dire, peuvent ne pas avoir les mêmes capacités physiques et musculaires, on va dire, mais normalement, en fait, l'écart n'est pas autant creusé. Ce qui creuse autant cet écart, c'est le fait justement qu'on pousse la femme à ne pas développer ses capacités physiques. Voilà. Génétique, c'est naturel que l'homme ait des capacités plus importantes que celles de la femme, mais il ne faut pas en fait généraliser ce fait. Il faut pas généraliser le fait qu'à l'homme aujourd'hui, si on compare un homme à une femme, dire ouais, l'homme arrivera plus à mieux à faire ça qu'une femme, même si les capacités physiques sont plus avantageuses chez l'homme. Il ne faut pas creuser comme elle a dit. Ça revient sur le fait que les femmes qui n'ont pas trop de tous les métiers qu'elles veulent, parce que en fait, il suffit que les femmes n'étaient pas assez fortes pour porter des choses lourdes, sachant que même ça sert à rien. Parce que techniquement, il y a par exemple, quand on est un intérimaire, par exemple, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais par exemple chez Grandjean, admettons, il y a des machines pour porter les choses, et à la limite, le seul moment où tu vas porter quelque chose, c'est quand tu vas mettre le colis sur la palette. Mais c'est pas parce que génétiquement une femme est peut-être moins forte qu'un homme que tout de suite elle peut pas être acceptée dans ce genre de métier. Si on revient au débat de l'homme, chez les garçons n'ont pas de capacité physique, d'un point de vue biologique, c'est le cas. Donc même si après ça renforce des stéréotypes, des idées, des clichés qui se sont créés par la société, les faits sont que physiquement un homme et une femme sont différents. C'est pour ça que moi je ne peux pas peut-être l'intérêt de cette question-là. Juste une petite synthèse sur ce qui a été dit. On a parlé de créer des espaces ou des moments pour parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez aussi proposé de peut-être avoir des espaces qui soient ouverts. Alors, un petit mot pour finir sur cette question d'égalité physique, je l'ai dit,
oui, il y a des différences biologiques et physiologiques entre les filles et les garçons, c'est indéniable, et qu'en fait après, il est assez compliqué de démêler l'effet du biologique de l'effet du social. En termes de qualité physique, il y a aussi les représentations sociales. On se dit, finalement, les garçons sont plus forts, ont plus de qualité physique. Mais il y a des qualités physiques comme la souplesse, comme la motricité fine, sur lesquelles les filles sont, entre guillemets, meilleures ou mieux dotées. Mais ce n'est pas des qualités qu'on valorise socialement. Donc, il y a des différences biologiques, physiologiques, oui, mais le social y est pour beaucoup. Et voilà, je pense que c'est important de faire passer ces messages. Je vais m'arrêter là pour laisser du temps. Je vais tout d'abord revenir sur cette question fondamentale du travail et sur le travail des femmes. En fait, la notion de travail, il ne faut pas seulement l'envisager en pensant au travail professionnel, salarié, mais l'évolution de notre société repose aussi sur le travail reproductif, ce qu'on appelle le travail reproductif et le travail domestique. Et la répartition de ce travail au sein de la société explique en partie les inégalités dans le monde du travail, par exemple l'accès différent au temps partiel, aux heures supplémentaires. Et cette inégalité-là, cette inégale répartition du travail, elle se joue au sein du couple, au sein de la famille. Et donc c'est aussi à ce niveau-là que les questions paritaires sont fondamentales. Il faut être sensible, je pense, à cette tension-là que les combats qu'on appelle féministes, nous n'avons pas encore utilisé le mot, ont toujours eu à cœur d'équilibrer une revendication de ce qui nous rassemble en tant qu'être humain, de notre ressemblance, de ce que nous avons en commun, et de ce qui fait la différence et la spécificité de chaque sexe. Et en fait, la difficulté est là, ne pas nier le commun, tout en respectant et en cultivant nos différences. Et à ce niveau-là, la question est aussi une question d'équité et de justice. On peut espérer que ce combat va se poursuivre à la même vitesse, et je pense que c'est une tâche pour notre génération, comme pour votre génération. Encore merci. Je peux d'abord vous dire que j'ai adoré ce débat. Vraiment, vous l'avez très bien préparé. J'avais lu vos synthèses, elles étaient remarquables. Et là, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas été déçue. Mais je voulais aussi, surtout, parler à ceux d'entre vous qui n'ont pas parlé. Parce qu'il y en a qui vont vous parler, mais il y en a qu'on n'a pas entendu. Et je suis sûre qu'eux aussi avaient des questions. Et je voulais leur dire qu'il faut continuer à poser des questions. Vous avez des animateurs, des enseignants qui vous ont amenés ici. Et vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez continuer le débat avec eux. Puis je voulais aussi dire à nos experts qui n'ont pas déçu non plus, que vraiment, ils étaient vraiment à la hauteur de ce débat. Et tout ce qu'ils ont dit en conclusion, et bien vraiment, j'aurais voulu le dire tellement c'était. J'aurais pas été capable de le dire. Et à ce niveau-là, devenez capable, vous, de faire ce qu'ils font. Et voilà. Et donc, je voulais vous dire que merci à tous. Merci à l'animateur. Merci à vos animateurs, aux experts et à Bernadette, qui vraiment, chaque année, recommence ce merveilleux défi. Et je souhaite continuer très longtemps. Merci.